Bonjour à tous et bienvenue dans Being Well. Je suis Florent Hanson. Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, merci de nous rejoindre. Et si vous êtes déjà un habitué, bienvenue à nouveau. Nous avons tous plusieurs facettes, certaines dont nous sommes fiers et d'autres que nous préférons ignorer ou cacher. Cette seconde catégorie, le célèbre psychiatre suisse Carl Jung l'appelait l'ombre, un ensemble de désirs cachés, d'émotions refoulées et de parts niées de nous-mêmes. Pour Jung, c'est ce que la personne ne veut absolument pas être. Affronter ces aspects est inconfortable, et c'est normal que l'on veuille les garder dans l'ombre. Mais Jung pensait que nous ne pourrions devenir notre vrai soi authentique, un processus qu'il appelait individuation, qu'en prenant conscience de l'ombre, en l'acceptant et en l'intégrant. J'ai attendu un moment avant de préparer cet épisode, et aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est l'ombre, pourquoi elle compte, et comment commencer à la reconnaître et à travailler avec dans notre quotidien. Nous aborderons des idées originales de Jung, ainsi que des approches plus modernes. Pour m'aider à cela, je suis comme à l'accoutumée, accompagné du psychologue clinicien Dr Éric Masson. Alors, papa, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Et comme tu le sais, je porte un grand respect à Jung. J'ai suivi une thérapie de 6 mois, axée sur les rêves avec un thérapeute jungien, et j'en ai beaucoup tiré. Tout ce travail sur la manière d'être compatissant envers ces parts en nous, que nous repoussons, que nous rejetons sous le tapis, et comment ensuite se tourner vers ces parts que l'on a tendance à refuser ou à laisser de côté pour les intégrer sainement. C'est un sujet profond, très personnel, et je suis impatient d'en discuter avec toi. Oui, je voudrais commencer par clarifier ce dont on parle exactement. Comment définis-tu l'ombre, papa? Je la distingue d'abord de l'idée chez Freud, dans la mesure où les parties ombragées de nous-mêmes sont à un certain niveau. Des choix faits dans notre développement pour repousser certaines pensées, désirs, émotions ou parts. La conscience les rejette en dehors de la conscience elle-même. Une partie de ce que nous rejetons pourrait être décrite comme nos parts désagréables, les côtés désagréables, y compris ceux qui sont socialement et moralement réprouvés. Nous les repoussons. Un deuxième type de matériau d'ombre, cependant, n'est pas vraiment malsain. Il est simplement inexpérimenté. En d'autres termes, il est constitué de résidus, comme ceux issus de traumatismes, de parties dissociées de nous-mêmes, dont nous avons juste honte de montrer. Ensuite, enfin, nous refoulons de belles parties de nous-mêmes, parfois parce qu'elles ont pu être punies lorsqu'elles furent exprimées au grand jour, comme l'enthousiasme chez les frères et sœurs plus jeunes, qui peut irriter les aînés. C'est un type particulier d'ombre que Jung a ensuite appelé l'ombre dorée. Donc en parlant ici, tout cela concerne l'inclusivité et, comme le dit le dicton zen, rien n'est exclu. Nous prêtons attention à ce que nous avons tendance à mettre de côté. Ces 3 catégories que j'ai nommées jusqu'ici constituent une feuille de route utile, un outil d'auto-évaluation pour les personnes qui écoutent, afin d'explorer leurs propres matériaux d'ombre. Quelques points importants à souligner dès le départ. Tout d'abord, ce matériau est en grande partie inconscient par nature. C'est un peu ça la définition. Ce n'est pas une partie consciente de la manière dont notre personnalité égoïque s'édifie dans cette continuité. C'est quelque chose que Jung a vraiment insisté à souligner. Et pour la plupart des gens, cela reste essentiellement inconscient toute leur vie. Il y a cette excellente phrase de Jung. L'homme sans ombre est statistiquement le type humain communiste. Celui qui s'imagine n'être en réalité que ce qu'il veut bien se reconnaître. Je pense que c'est aussi une excellente façon de définir l'ombre. Vous savez, ce sont les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas connaître, qui nous sommes vraiment. Ce sont les parties qui semblent plus faibles, plus socialement inacceptables, et plus, moralement, discutables avec le temps. Nous sortons un peu de l'ère de Jung, qui s'étendait de 1910, je crois, quand il a commencé à écrire jusqu'aux années 1950 et 1960. En le replaçant dans un contexte plus moderne, avec le temps, nous avons commencé à voir ces aspects comme porteurs de qualités de plus en plus manifestement positives qui leur sont liées. Comme vous le disiez, initialement, dans la conception de Jung, ces aspects négatifs de nous-mêmes étaient ceux que nous rejetions. Les approches plus modernes, peut-être le travail sur les parties, l'approche des systèmes familiaux internes IF, ce genre de choses, considèrent ces aspects de nous comme des éléments authentiques et utiles de ce que nous sommes, dont nous pouvons tirer beaucoup de valeur.
En incluant cela, nous avons abordé l'idée d'individuation selon Jung. Peut-être serait-il pertinent que tu expliques cela un peu plus maintenant. L'individuation a un sens ordinaire, mais il existe aussi une perspective jungienne à ce sujet. Soyons clairs également, quand nous disons Jung, nous faisons référence à une tradition créative qui a maintenant un siècle et qui s'est développée de diverses façons. Dans ce contexte, l'individuation d'une certaine manière correspond fondamentalement à devenir soi-même de manière intégrée, acceptante, fonctionnelle et unie. Pour véritablement s'individuer, nous devons être prêts à être différents des autres et prêts à revendiquer l'intégralité de ce que nous sommes. Dans la mesure où nous renonçons ou refusons des aspects essentiels de notre être, nous ne sommes pas pleinement ce moi indépendant. C'est un peu comme un arbre qui pousse autour d'un rocher. Cet arbre peut survivre, mais tant qu'il est un peu entravé dans sa relation avec ce rocher, il ne peut pas pleinement devenir ce qu'il est. On retrouve des notions similaires dans d'autres domaines. En psychologie, par exemple, un proche cousin serait l'auto-actualisation, l'idée que chaque organisme a une nature propre. Chaque chaîne est censé devenir une version particulière de lui-même à mesure qu'il s'individue en ce qu'il est destiné à être. C'est une idée que, pour chacun d'entre nous, trouve vraiment utile, surtout quand on avance dans la trentaine. Toi aussi, Forrest, et certainement moi-même en fin de ou milieu d'âge. Je plaisante. Qui sommes-nous en train de devenir dans ce voyage de vie singulier que nous entreprenons? Quelle est la nature et la beauté particulière, l'unicité de notre propre parcours de vie? C'est précisément ce que signifie l'individuation. Lorsque nous préparions cet épisode Papa, tu as écrit une série de réflexions sur l'individuation que je trouvais vraiment intéressantes. Donc, je vais simplement les répéter ici, avec tes mots. Concernant l'individuation, nous pouvons identifier différents aspects. Il pourrait y avoir des aspects positifs liés au simple fait d'accepter une partie de nous-mêmes que nous considérons comme problématique d'une certaine manière. Pour une personne, cela pourrait être ce qu'elle perçoit comme un côté méchant, ou cette part d'elle-même qui s'énerve vraiment contre les autres de façon explosive et qu'elle sent devoir un peu réprimer ou rejeter. Oui, et en lien avec cela, il peut y avoir des aspects positifs à puiser dans certaines qualités bénéfiques, cachées à l'intérieur de cette dimension que nous voyons comme problématique. Cela pourrait être ce sentiment de puissance et d'énergie, associé à cette part à affirmer de notre nature. Je trouve que c'est une belle manière de voir les choses, non? Il y a ces aspects de nous-mêmes que nous rejetons. Puis, il y a ces façons dont nous pouvons, peut-être en empruntant un peu au langage de Freud, un peu librement ici, mais peu importe, c'est un podcast, c'est ce qu'on fait. Il y a une sorte de sublimation dans tout ça, où nous transformons ces aspects que nous percevons comme problématiques en ressources utiles pour nous-mêmes et pour les autres. Une des choses que Jung a vraiment mises en avant dans son travail, c'est la position de l'ombre comme ce royaume d'énergie inexploité et de potentiel pour chacun. Parce que beaucoup de gens en restent inconscients, cela recèle potentiellement tout ce contenu psychologique et ces ressources qu'ils n'ont pas encore réussi à explorer. S'ils ne confrontent pas ces aspects de leur nature, eh bien, ils vont rester, disons, dans l'ombre, pour ainsi dire, avec tout ce contenu potentiellement précieux autour d'eux. Oui, c'est super et j'aimerais ajouter quelque chose sur l'individuation, peut-être comme une sorte de correction personnelle. J'ai tendance à parler d'une sorte de construction délibérée de ce que l'on devient, et cela a sa place. Je pense que beaucoup de gens ne revendiquent pas pleinement leur pouvoir. Oui, je crois qu'en un sens, c'est un peu la théorie du podcast dans son ensemble. Nous pouvons être actifs dans ce processus. C'est exactement ça, exactement ça. Cela dit, parallèlement à ce processus conscient, nous devons aussi faire de la place pour le mystère, pour des forces à l'œuvre en nous que nous ne comprenons pas encore vraiment, qui émergent et nous entraînent de manière mystérieuse, et à la fois bonne et énigmatique. Donc il y a un aspect de l'individuation qu'il est vraiment important d'inclure, et Jung l'a bien intégré, c'est cette ouverture à, des forces puissantes en nous dont nous ne sommes pas complètement au commun. Elles ont leur propre vie, leur propre énergie et passion. Il faut leur faire de la place, en remontant. Vous savez, de l'au-delà, pour vous savez, dans notre propre processus de devenir, ce que nous sommes vraiment. Je suis content que tu aies dit ça, papa, parce que je trouve que ça souligne bien la nature inconsciente de beaucoup de ces processus.
Ouais, et l'une des parties vraiment intéressantes de ce texte précis de Jung, que je lisais pour préparer cet épisode, mettait particulièrement en lumière quelque chose qui, je pense, saute aux yeux quand on prend un moment pour y réfléchir, mais qui pour moi était plutôt révélateur. C'est que le matériel inconscient pousse notre comportement conscient à fonctionner de façon automatique. On agit d'une certaine manière sans vraiment comprendre pourquoi. N'est-ce pas? Une fois que le matériel est refoulé dans l'inconscient, il ne peut pas changer. On ne peut pas l'explorer via un processus psychothérapeutique. C'est en dessous de la ligne de flottaison. Et donc, les comportements qui en découlent deviennent un peu compulsifs par nature. Une des choses que Jung a vraiment souligné, c'est ce processus global de prise de conscience de soi. Le comportement des gens ne peut évoluer que si le matériel inconscient parvient à remonter à la surface et à être vu par eux d'une manière ou d'une autre. Il y a même cette belle phrase où l'individu est dans un état de ravissement face au complexe qu'il porte. Ce processus inconscient peut être résumé par une citation de Jung, un état de soumission sans volonté. J'ai trouvé cette phrase vraiment intéressante, car elle met en lumière comment nous avons ces différents aspects cachés en nous, ces différentes vulnérabilités, peut-être, pour le dire ainsi. Dans une perspective plus moderne, ces vulnérabilités émotionnelles sont ce que nous dépensons beaucoup d'énergie, principalement inconsciemment, à éviter la souffrance. On parle de l'expérience redoutée dans les écrits que nous avons faits ensemble, et tu as vraiment approfondi cette idée. Je pense que c'est peut-être une interprétation plus contemporaine de certaines de ces réflexions. Eh bien, je pense, comme toujours, que tu fais une véritable plongée dans ce matériel. Tu le résumes très bien de façon très claire. À ce moment-là, j'invite les gens à se poser des questions sur eux-mêmes concernant ce que pourrait être leur propre matériel d'ombre. Ouais, pourrais-tu partager un ou deux exemples à ce sujet? Ce serait top. Ouais, oh. Donc un aspect du matériel d'ombre nous est probablement familier à travers les autres, car en général, il est plus facile de voir ce que les autres renient, ce qu'ils essaient de tenir à distance, ou ce qui leur inspire de l'hostilité, que de le reconnaître en nous-mêmes. Donc, on est sans doute habitué à voir un exemple, disons, de quelqu'un qui est ouvertement tyrannique. Pourtant, au fond, il se sent faible, inférieur ou impuissant. C'est une partie de leur propre matériau d'ombre. C'est l'inverse de l'acte, la persona qu'ils présentent au monde. Pourtant, cela continue à ressurgir. Un détail important ici est que les gens ont souvent tendance à réagir en essayant de réprimer ou d'attaquer même le matériau d'ombre chez les autres, qui résonne avec leur propre matériau d'ombre. Donc, prenons l'exemple d'un intimidateur qui a honte de sa propre douceur, faiblesse et impuissance, et qui ressent le besoin de les garder à distance. Lorsqu'il rencontre cela chez une autre personne, comme un autre enfant à l'école, il s'en prend vraiment à cette personne et attaque ses qualités comme une expression et une attaque contre ses mêmes traits en lui. Cela mérite d'être analysé. Un deuxième exemple que vous connaissez sûrement très bien concerne des personnes qui sont extérieurement très moralisatrices, notamment en ce qui concerne, disons, la sexualité. Elles sont très dignes et très catégoriques, affirmant que tout cela est mauvais. Pourtant, la vérité finit par les rattraper, surtout s'il s'agit de politiciens. Il devient évident qu'elles ont une vie secrète, dans laquelle elles, par exemple, font appel à des prostituées. C'est un exemple de matériau d'ombre. Pour ce premier exemple que vous avez donné, concernant la projection, l'une des choses que Jung a réellement mises en avant dans son travail sur l'ombre est que l'un des aspects les plus difficiles à aborder pour un thérapeute avec un client concerne les diverses formes de projection. Ces projections font que, comme il l'a écrit, la cause de l'émotion en nous se trouve chez une autre personne. Nous n'avons pas le contrôle là-dessus. Nous ne sommes pas responsables. Nous pensons, c'est ce type là-bas, c'est lui qui me fait ressentir cela. Et donc, nous avons l'impression qu'il n'y a rien que nous puissions faire. Nous nous percevons comme victimes dans ce processus. Ces projections déforment la réalité et isolent la personne de sa capacité à influencer son environnement. C'est en partie la raison pour laquelle, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui déclenche notre matériau d'ombre, peut-être que vous avez réprimé une certaine assertivité et vous tombez sur quelqu'un que vous percevez comme très affirmé, quelqu'un qui revendique réellement ce qu'il veut. Cela peut activer en vous des sentiments de ressentiment et de culpabilité, des émotions douloureuses que, ensuite, nous ne voulons pas vraiment ressentir. Donc, nous trouvons une autre façon de gérer cela. Plutôt que d'intégrer ce matériau d'ombre, il est réprimé en nous et projeté ensuite sur une autre personne.
Le point clé dans tout cela, je pense, concerne la conscience de soi, la capacité de se regarder intérieurement et de percevoir cela assez clairement, puis d'utiliser ce contenu de manière utile, peu importe ce que cela signifie pour vous en tant que personne. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir un peu à la façon dont une personne pourrait commencer à aborder certains aspects de ce processus. Eh bien, nous avons d'abord cette idée classique que la psyché est composée de parties, plutôt que d'être un seul objet solide comme une brique. Ensuite, il est la question de savoir s'il existe un processus exécutif, cohérent au fil du temps. Appelons-le l'ego, et quelle est la relation de ce noyau avec les différentes parties. Tout cela vise à faire de la place à chaque voix autour de la table, comme Didier Schwartz, qui a été un invité exceptionnel sur ce podcast, le formule dans son livre récent et remarquable No Bad Parts. J'imagine que le processus central se tient à une grande table ronde autour de laquelle se rassemblent 10, 20 ou 50 parties de moi-même, et toutes sont les bienvenues. Comme le dit Tara Brach, toutes ont leur place. Ce que j'apprécie chez Jung, c'est que son écriture donne l'impression, ce n'est pas tout à fait le mot juste, qu'il écrit dans un style gothique. En d'autres termes, je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Oui, c'est très atmosphérique, comme la série télévisée Stranger Things, vous voyez, c'est... Oui, parfaitement, alors qu'il y a une certaine qualité fantastique là-dedans. Jung a traversé de graves crises, rien de comparable n'est enregistré dans l'histoire de Freud. Freud a eu des crises psychotiques. Jung, oui, et c'était plutôt du genre « Ok, on y va », il y a donc une richesse particulière que j'aime beaucoup chez Jung. Rien que la notion de l'ombre en « qui dans les rêves, vous savez, je ne sais pas pour vous. Si vous faites ce genre de rêve. Mais un thème très commun à beaucoup est qu'ils se retrouvent dans un rêve où ils se sentent menacés. Ils sont dans un certain cadre et ils essaient de fuir quelque chose. Pourtant, cette chose ne les rattrape jamais, ni ils ne peuvent jamais s'en échapper. C'est une belle métaphore pour l'ombre. Quelles sont ces qualités dans le rêve qui semblent effrayantes et, non moi, mais dont on ne peut pas s'échapper? C'est aussi un moyen d'intégrer et d'affronter ses propres parts de l'ombre. Une partie vraiment intéressante de cela, que je pense pertinent d'aborder un peu avant de passer à ce qu'il faut en faire, c'est la manière dont Jung a vraiment souligné que découvrir ces aspects de notre nature, les explorer et en prendre conscience est un véritable effort moral. Le cadre de Jung ici, avec l'ombre, se concentrait principalement sur la reconnaissance et l'acceptation des aspects plus amoraux de notre nature. Il parlait de cette ombre comme pouvant contenir certaines qualités positives. Cependant, à ce moment-là, le travail sur l'ombre consistait simplement à être honnête sur qui nous sommes, à intégrer tous ces différents aspects de la personnalité en un tout complet. Cela nous permettait d'être moins automatiques dans notre comportement, ce qui signifie que nous pouvions faire, vous savez, de véritables choix moraux pour nous-mêmes. Il y a ce choix délibéré de la voix élevée, mais il ne mettait pas tellement l'accent sur les choses positives présentes dans l'ombre elle-même, n'est-ce pas? C'était aussi une manière de voir peut-être le dualisme qui était présent non seulement dans une grande partie de son travail, mais dans la plupart des discours de la psychologie occidentale à cette époque. Vous savez, ce mouvement entre la lumière et l'obscurité, conscient contre inconscient, anima contre animus, logique contre émotion, toutes ces différentes sortes de dualités qui étaient mises en avant. Pour les auteurs de cette époque, Jung était plutôt du côté non nu, je dirais. Il appartenait à l'extrémité non nue du spectre. Mais même dans son travail, ce dualisme, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que nous avons simplement acquis une meilleure conscience du fait que, eh bien, les choses ne sont généralement pas si simples et qu'il y a beaucoup de choses utiles dans tous ces aspects de nous-mêmes que nous rejetons ou réprimons. Donc, cette question de savoir ce que nous perdons en ne tenant pas compte de cette matière ombragée, je pense que c'est une question vraiment intéressante et utile. Je me demandais si vous pouviez en parler un peu. Alors, réfléchissons aux parties de nous-mêmes qui nécessitent effectivement une certaine régulation, les aspects plus désagréables, cruels, pervers, sociopathes de notre personnalité. Nous avons ces facettes, mais nous avons aussi des parties de nous-mêmes qui ne sont pas fondamentalement problématiques d'un point de vue moral, mais dont nous avons honte, ou peut-être que nous avons grandi dans une culture
où ces parts de nous n'étaient tout simplement pas censées être exposées. Que se passe-t-il quand nous gardons tout cela à distance? Eh bien, tout d'abord, nous devenons intérieurs divisés. Différentes parties du manoir de l'esprit se retrouvent enfermées, parfois à tel point que nous ne sommes même plus conscients qu'il y a un sous-sol rempli de toutes sortes de choses. Nous devenons alors divisés intérieurement, et nous devons dépenser une certaine quantité d'énergie pour maintenir ce matériel à distance, surtout quand il est intense et puissant. De plus, nous n'avons pas accès à l'énergie psychique, l'énergie psychologique, qui est liée à ce matériel. Presque toujours, ces choses finissent par fuir. On ne peut pas les enfermer dans des contenants hermétiques et étanches. Ça fuit. On peut souvent discerner cela chez les autres. Le mépris, la colère, la honte, tout ce matériel secret, ça s'exprime. Pourtant, on peut encore sentir les vibrations de tout cela. Donc, cela nous coûte cher de garder ces choses à l'écart. Quand ça fuit, comme c'est souvent le cas, ça peut exploser et vraiment causer beaucoup de problèmes. Je pense que pour ma part, certains aspects de moi-même comme une sorte de colère face à ce qui semblait être des abus au fil du temps, que j'ai maintenu à distance. Je pouvais alors parfois vraiment exploser avec beaucoup d'intensité, ce qui me choquait moi-même, ainsi que les personnes autour de moi. Il est donc important de trouver des moyens pour faire face à ce matériel et d'être inclusif. Et aussi, je pense qu'il y a un aspect culturel là-dedans. Quelles sont les ombres culturelles propres à un pays donné? D'accord, Freud abordait d'une certaine manière l'ombre de la sexualité à son époque victorienne. Jung parlait vraiment, de nombreuses façons, de la répression problématique du féminin, de manière générale. Il y a une citation merveilleuse de lui, après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on lui a demandé, en gros, ce dont le monde a besoin. Il a essentiellement répondu que nous devons revendiquer davantage le féminin parce que la Seconde Guerre mondiale représentait d'une certaine manière un exemple de certains des pires aspects du masculin, si vous voulez. J'utilise ce terme très librement. Je trouve ça formidable, d'ailleurs. Et c'est une expression très forte qui explique pourquoi quelqu'un pourrait vouloir faire ce travail. Parce que ce matériel contient, dans l'ensemble, des aspects utiles auxquels on peut s'identifier, des choses qu'on peut revendiquer. Je pense qu'on peut décomposer ces aspects utiles en plusieurs grandes catégories. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce genre de travail? D'abord, plus d'autonomie, c'est implicite dans le travail de Jung. Prendre conscience de ce qui se passe en soi permet de faire des choix plus réfléchis plutôt que des choix inconscients. Cela peut alors apporter plus de créativité et d'énergie de différentes façons. Vous avez pensé que l'ombre contenait ces différentes énergies créatives et potentialités qui n'étaient pas pleinement reconnues par notre esprit conscient. C'est de là que naissent l'authenticité et l'acceptation de soi, qui conduisent à cette authenticité, n'est-ce pas? Accepter ces différentes parties cachées peut mener à une personnalité plus équilibrée et complète chez une personne. Il y a en fait une belle citation. Elle provient de la pratique de la psychothérapie. Je crois qu'elle a été écrite en 1954. L'acceptation du côté sombre de notre nature contribue à une humanité plus profonde et plus vaste. Car sans cette intégration, il ne peut y avoir ni soi individuel ni relation avec les autres. Et puis, peut-être qu'avec l'idée de revendiquer différents types de capacités non reconnues chez une personne, dans des conceptions plus modernes de l'ombre, eh bien, certaines choses sont reléguées dans l'ombre. En d'autres termes, elles sont réprimées pour toutes sortes de raisons. Il est facile pour nous de refouler des choses qui sont en réalité incroyablement précieuses pour nous. Différentes passions ou désirs, idées que nous avons sur les choses et forces que nous mettons de côté simplement parce qu'elles n'étaient pas acceptables dans un certain environnement. Comme vous l'avez dit au début de l'épisode, papa, mais devinez quoi? Nous ne sommes probablement plus dans cet environnement. La vie a évolué, mon gars. Alors, maintenant que vous êtes sur un nouveau terrain de jeu, tout à coup, il y a une opportunité de voir ce matériel sous un jour différent. Ce sont toutes des raisons pour lesquelles une personne pourrait vouloir faire ce travail. Aussi, les bénéfices relationnels, je pense, en font une grande partie. Mes relations se sont beaucoup améliorées lorsque j'ai commencé à voir certains aspects de moi-même que j'avais rejetés ou avec lesquels j'étais mal à l'aise. Pour moi, beaucoup de cela avait à voir avec des émotions vulnérables réprimées. Différentes façons dont vous savez,
J'avais une limite très fine quant à la manière d'exprimer des émotions fortes, de me sentir très triste à propos de certaines choses. Ce type d'engagement émotionnel avec d'autres personnes a eu des conséquences pour moi quand j'étais, vous savez, peut-être un enfant de 8 ans, un adolescent de 13 ans ou un jeune de 16 ans. Aujourd'hui, cela mène en réalité à de très belles issues dans mes relations. Eh bien, parce que vous savez, je suis arrivé à un moment de ma vie où ces choses ont pris une valeur différente. Mais j'ai dû faire beaucoup d'efforts délibérés pour les réintégrer maintenant que les conditions ont changé. Oui, donc, on arrive à la partie de l'épisode où je te demande, papa. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à dire que tout le monde présente ce processus comme quelque chose de très difficile et extrêmement personnel. Young a bien souligné que ce genre de travail est, en gros, le plus dur que l'on puisse accomplir. Mais je veux te demander ici de prendre un peu de recul. Comment quelqu'un pourrait-il aborder ce processus? Je dirais que la patience d'abord, ensuite, la compréhension. Vous devez comprendre. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'ouvre la boîte à Pandore sur ce contenu nauséabond? Ça pue! Pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Ou bien, pourquoi est-ce que je laisse ces personnages sortir de leur chambre fermée à clé? Parce qu'ils sont assez sauvages. Et si je les laisse libres, ça pourrait me causer beaucoup d'ennuis. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Il est vraiment utile de comprendre le pourquoi. On fait ça pour une meilleure intégration, un sentiment plus fort d'être chez soi, à l'aise dans sa propre vie, dans son propre corps. C'est un peu comme si vous aviez une maison. Voudriez-vous vivre dans une maison où vous savez qu'il y a des pièces dont vous ne pouvez pas sortir? Vous êtes cette maison. Vous êtes le manoir avec ses nombreuses pièces. C'est votre psyché, c'est vous. Ne voudriez-vous pas ouvrir ces portes, au moins, même si ça fait peur, pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté? Et vous voyez, ne pas vivre dans une toute petite partie seulement de votre manoir intérieur. Alors, sachez pourquoi vous le faites. Gardez à l'esprit que nous sommes tous liés par notre humanité commune. Reconnaissez que tout le monde a une part d'ombre. Tout le monde a ses différentes facettes en lui. C'est normal. Si vous avez de l'ADN humain, vous portez ce genre de choses. Et, pensez aussi à la manière dont la culture, la religion, les enseignants, les entraîneurs, les parents, les pères nous poussent à rejeter certaines parts de nous-mêmes. Donc ce n'est pas simplement, vous savez, que ces parts sont rejetées à cause de pression sociale. Ce n'est pas votre faute en d'autres termes. Que faisons-nous à ce sujet? Pour commencer à ouvrir certaines de ces portes, il est vraiment utile d'avoir en soi un refuge qui semble stable, non envahi par ce qui se passe en périphérie de notre conscience, un noyau de notre être qui se ressent comme une zone profondément apaisante où, au fond de nous, il y a la paix, le contentement et l'amour. Il y a un bien-être résilient au cœur de notre être. Ainsi, lorsque vous vous ouvrez à des parties de vous-même qui peuvent sembler embarrassantes, effrayantes ou choquantes, vous n'êtes pas submergé par elles. Vous pouvez les observer depuis ce lieu de refuge à l'intérieur de vous. Cette capacité à témoigner et à accueillir les aspects d'ombre depuis ce refuge est vraiment cruciale. Ensuite, si je peux ajouter encore quelques mots à ce sujet, ce sont nos amis. Pouvons-nous nous lier d'amitié avec ces différentes qualités? Vous savez, pouvez-vous vous lier d'amitié avec la partie de vous qui est grincheuse? Pouvez-vous vous lier d'amitié avec la partie de vous qui est un tantinet agressive? Et juste une fois, pour vous-même, certaines de ces parties sont très jeunes, bien avant que le développement moral n'ait eu le temps de s'enraciner. Elles peuvent être assez égocentriques. D'accord, pouvez-vous être ami avec et comprendre que c'est mon petit moi, égoïste, de 2 ans, qui veut normalement tout le gâteau? Pouvez-vous avoir de la compassion pour ces parties de vous-même et réaliser qu'elles ne sont pas si heureuses d'être là? Pouvez-vous les inclure, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose d'utile concernant cette amitié envers ces parties de nous, être bienveillant et ludique. Même à ce sujet, elles ont toute leur place à la table. Puis, concernant l'activité formelle, cela peut paradoxalement vous aider à vous désidentifier, de manière saine, des parties d'ombre, en commençant par vous identifier à elles. Si cela vous semble sûr, vous pouvez faire de petits exercices supplémentaires où vous imaginez écrire le point de vue d'une partie d'ombre de vous-même, ou laisser votre corps prendre sa forme. Vous savez, pouvez-vous vous permettre d'être cela? Qu'est-ce que ça fait? Pouvez-vous l'inclure? Et ensuite, après avoir été cela pendant un petit moment,
ne vous inquiétez pas. Vous pouvez revenir à votre refuge, à votre lieu stable et apaisant. Souvent, cela fait du bien. Je me sens en fait bien de revendiquer cette partie d'ombre de moi-même car je suis un gars tellement sympa, non? Alors, excusez-moi. Vous savez, et soudain, je me sens plus libre et moins tendu. C'est un excellent résumé d'un processus vraiment complexe et difficile à exprimer. Ici, papa, je vais essayer de prendre certaines de ces idées et de les transformer en une sorte de liste que les gens pourraient utiliser dans leur propre vie. Donc, première étape. C'est juste une condition préalable. Acceptez que vous avez l'une de ces choses. Vous savez, acceptez qu'il y a en vous des éléments réprimés, repoussés, niés, choisissez votre terme. Acceptez que vous avez une ombre et reconnaître que c'est un aspect de votre personnalité est une première étape essentielle dans le processus. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne faites pas cela. Deuxièmement, il y a cette façon dont nous développons une conscience de différents types de parts, et ces parts apparaissent toutes simultanément dans notre esprit conscient. Nous remarquons quand ce contenu émerge dans notre conscience, et nous sommes capables de rester avec cela sans réagir de manière impulsive, ou immédiatement, le honteusement, le juger, le repousser. Ainsi, de cette manière, vous interagissez toujours avec la personne. Vous avez une conversation normale tout en étant conscient au fond de votre esprit. Waouh, j'ai vraiment envie de frapper cette personne en ce moment. Waouh, il y a cette impulsion que je ressens et que je ne peux clairement pas réaliser. Mais bon sang, elle est là, et c'est réel. Et ce n'est pas juste une partie de moi, c'est une partie de moi. Je ne vais pas agir dessus, c'est quand même une partie de moi. Donc, vous avez cette coexistence des opposés dans votre esprit en même temps. Et vous pouvez développer une conscience plus fine de cela au fil du temps. Je pense que la plupart des gens le peuvent, du moins. Ensuite, peut-être troisièmement, cette conscience des projections. Tu l'as vraiment souligné. Et cela constitue une étape particulièrement difficile du processus pour beaucoup. Cela peut signifier devenir de plus en plus conscient des manières dont nous transférons nos propres contenus sur d'autres personnes, d'autres situations, d'autres partis politiques. Vous savez, sur tout ce qui se passe pour vous en ce moment. Et ensuite, quatrième, je pense que c'est là qu'ici, papa, tu t'es vraiment concentré sur ce processus de dialogue et de négociation. J'ai trouvé 2 citations excellentes en préparant cela, et je me disais juste, d'accord, comment quelqu'un pourrait-il vraiment faire ça? L'une des choses amusantes dans le travail de Jung, c'est qu'il y a très peu de détails sur la manière de faire. Il y a beaucoup de ce qui et de pourquoi, mais pas beaucoup de comment en général. Donc, il y avait 2 personnes que j'ai croisées. Le premier était Darl Sharp, un analyste jungien bien connu. Puis, il y avait Marie-Louise von Franz, élève et collaboratrice de Jung. La première citation de Sharp est « Il n'existe pas de méthode universelle pour assimiler l'ombre. C'est plutôt une question de diplomatie ou d'art de gouverner, toujours très personnel. Un long processus de négociation est inévitable. » Ensuite, von Franz déclare « L'ombre n'est pas forcément un adversaire. En réalité, c'est comme toute autre personne avec qui il faut composer, parfois en cédant, parfois en résistant, parfois en donnant de l'amour selon les circonstances. L'ombre ne devient hostile que lorsqu'on l'ignore ou qu'on la comprend mal. Je trouve que cela correspond parfaitement à ce que tu disais, papa, c'est bien là le processus. C'est une étape où beaucoup se bloquent. Je dirais moi aussi, que penses-tu de cette magnifique citation? Marie-Louise von Franz a écrit d'autres ouvrages sur Jung que je recommande vivement, et tout cela me fait réfléchir au contexte, au cadre dans lequel on peut travailler sur l'ombre. Par exemple, quand Marie-Louise ici parle de l'ombre, pour vraiment l'accepter et lui faire une place, il faut développer une conscience très large. La pleine conscience, pure, simple, vaste, stable, est un grand allié dans notre travail avec notre ombre. Et je me disais que, si je peux me permettre, j'ai pensé à 2 choses à propos de toi et moi. On pourrait parler de notre propre ombre. Par exemple, pour moi, je dirais 2 traits. Le premier, c'est que j'ai tendance à aimer beaucoup l'ordre. J'apprécie les espaces bien rangés. Tu sais, la blague, c'est de comparer le placard que maman et moi partageons. Mon côté, mes chemises sont rangées par couleur, bien ordonnées. Son côté, c'est un chaos total. Donc, si je suis quelqu'un qui aime vraiment l'ordre, quelle relation ai-je avec le chaos, le tumulte, le bouleversement?
toutes ces forces volcaniques intérieures, non régulées, incontrôlables. En fait, je suis plutôt à l'aise avec cette part, tu vois. Pour moi, elle ressort et s'intègre davantage par la légèreté. Dans mon cas, je te poserai cette question parce que toi aussi, peut-être même plus que moi, tu es une personne ordonnée. Tu aimes mettre de l'ordre dans l'analyse, et la question serait, eh bien, comment gères-tu ce tumulte intérieur, ce chaos total, ce fait de ne pas avoir le contrôle? Oh, j'adore les montagnes russes, mais je déteste être dans une voiture quand quelqu'un d'autre conduit. Je pense que c'est une distinction importante ici, si ça te parle. Donc, oui, ce n'est pas tant le fait de traverser le chaos. C'est plutôt que quelqu'un d'autre décide du chemin à prendre, qui, dans cette métaphore, un peu tordue, n'est pas un professionnel des montagnes russes. Tu vois ce que je veux dire? C'est clairement quelque chose avec lequel je bataille, totalement, à 100, oui, et comment faire pour intégrer ça en soi? C'est un point important. Tu en parles comme si c'était extérieur à toi. Alors tu pourrais te demander, quelles sont les forces en moi qui ressemblent à un conducteur imprudent, qui pourrait me faire dévier dangereusement si je ne fais pas attention? C'est un exemple intéressant, papa. Justement parce que je ne vois pas cela comme un défaut de la personnalité. Si tu vois ce que je veux dire, j'aime beaucoup cet aspect de ma personnalité. Mais je vais suivre ton raisonnement parce que je trouve ça vraiment intéressant. En termes de confort face à ce qui nous fait sortir de notre zone, c'est vraiment une qualité qu'il faut développer, c'est sûr. Eh bien, je pense qu'il y a ici un aspect de pratique volontaire. Se mettre intentionnellement dans des situations où tu lâches un peu prise et tu observes ce qui arrive. Tu l'intériorises quand ça se passe bien. Pour moi, avec l'exemple de la conduite, j'étais avant un passager assez mauvais. Non pas parce que je conduisais mal à l'arrière, mais simplement parce que c'était évident que j'étais anxieux quand quelqu'un d'autre conduisait. Avec le temps, j'ai pris cela comme une sorte de pratique volontaire pour respirer quand quelqu'un d'autre est au volant, ou pour ne pas sembler si stressé. J'ai intégré encore et encore que les choses se passaient plutôt bien. Ce n'est pas parce qu'il ne faisait pas comme moi que c'était forcément mal fait. Ça voulait juste dire qu'il faisait différemment, et c'était parfaitement acceptable d'être passager et de accepter le trajet de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas si terrible, ce n'est pas si stressant. Il n'y aura pas tous ces mauvais résultats pour vous. Et ce chemin de pratique délibéré m'a vraiment aidé. Je pense que nous pouvons aborder certains aspects de cela avec ce que nous considérerions comme notre matériel d'ombre. Pour revenir à quelque chose avec lequel j'ai une relation un peu plus émotionnelle, ces émotions plus vulnérables dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode, ce sont des choses que je percevais intérieurement comme mauvaises ou problématiques parce que j'étais socialement puni pour elles. Quand j'étais plus jeune, il a donc fallu un processus plus délibéré, un peu comme une thérapie d'exposition douce, où je les ai doucement présentées aux autres, car elles étaient socialement chargées. J'ai observé comment les gens réagissaient, et j'ai intégré leur réponse si elle était positive. S'ils réagissaient négativement, aller voir quelqu'un d'autre et recueillir un retour sur la manière dont cette interaction s'était déroulée était très instructif. Était-ce moi? Était-ce eux? Est-ce que je ne comprenais pas quelque chose correctement? Ce fut un processus très précieux pour moi. C'est certain. Donc encore une fois, tester, rassembler des preuves, les intégrer. Je ne sais pas si cela répond vraiment à votre question, mais peut-être que c'est ma façon d'aborder le sujet. Le mode de pratique que vous décrivez, petites ouvertures pauses, voir comment ça se passe, intégrer, puis ouvrir un peu plus. Je pense que c'est absolument juste. Je vais définitivement, je suppose, être une voix ici pour s'ouvrir à et considérer des forces très puissantes en nous que nous avons tendance à tenir à distance. Par exemple, en chacun de nous se trouve un chaudron bouillonnant de déchets. C'est désordonné, ça déborde, c'est vaporeux, ça sent mauvais, ça dépasse les bords. Je pense que nous vivons à une époque et dans une culture où nous pensons que tout peut être géré comme l'horaire d'un train. Mais en réalité, une grande partie de la psyché est, comme je le dis ici, ce chaudron bouillonnant, vaporeux et malodorant. C'est une jungle. Ce n'est pas tout rangé et aligné comme les lotissements, vous savez, des quartiers résidentiels où j'ai grandi. Pouvons-nous nous ouvrir à la nature sauvage? Je pense que l'un des vrais problèmes de l'époque moderne est que nous avons perdu le contact avec notre relation à la nature sauvage en dehors de nous-mêmes, ce qui nous permet si facilement de pousser les moteurs du réchauffement climatique,
de l'extinction massive des espèces, et tout cela. Nous avons également perdu le contact avec une relation saine aux espaces sauvages en nous-mêmes. Reprendre possession de la nature à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous, je pense que c'est un projet vraiment important, tant pour les sociétés que pour les individus au XXIe siècle. C'est vraiment crucial. Permettez-moi de donner ici un exemple personnel. Je suis récemment parvenu à accepter le fait qu'à mes 40 ans, en particulier, j'avais ressenti une forte pression pour réussir. J'avais enfin obtenu ma licence. J'ai vraiment commencé ma carrière dans la quarantaine. C'est assez tard pour débuter une carrière, et j'avais l'impression d'avoir un retard à rattraper. J'étais donc assez motivé, centré sur moi, à accomplir. Vous savez, il y avait des justifications pour ces réussites, mais c'était assez auto-référentiel. Pourtant, je ne voulais pas admettre à quel point j'étais égocentrique, à quel point ce processus était centré sur moi. J'avais en quelque sorte repoussé ces aspects. Maintenant, en y repensant 30 ans plus tard, je peux voir les gens avec qui j'interagissais à cette époque et réaliser, dans une certaine mesure, que j'étais en attaque contre leur propre égocentrisme, leur propre autoréférentialité. En d'autres termes, j'ai réprimé, repoussé et transformé ces parties de moi-même en matière d'ombre. Quand je le trouvais chez les autres, cela faisait partie de l'expression de ma propre répression et de mon attaque envers ces parties de moi que je ne voulais pas admettre. Vous savez, je les attaquais chez les autres et cela avait des conséquences et des coûts. Il est donc vraiment utile d'examiner de près ce territoire et d'avoir l'audace d'entrer dans la jungle. Alimentez-vous, préparez-vous pour pouvoir le faire, mais allez là où se trouvent les choses sauvages. Ouais, quelques éléments qui me semblent frappants ici sont, pour commencer, le ton avec lequel nous parlons de cela. Nous n'en discutons pas avec un ton de contrôle ou de domination sur ces parties. Au contraire, il s'agit d'un ton doux que nous adoptons, un ton d'inclusion, un ton de curiosité, un ton de « et si », un ton de mental d'ignorance, si vous voulez, dont nous parlons tout le temps. Mais c'est certainement très utile ici. Oui, je pense que ce ton est vraiment essentiel, parce qu'il s'agit de comprendre ce que ces aspects, pas seulement ce qu'ils peuvent faire pour nous dans cette manière. Moi, que vous décrivez, papa, mais les véritables essences de qui ils sont et ce qu'ils veulent. Si nous leur attribuons la personnification que Richard Schwartz donne généralement aux partis, alors nous pouvons voir si nous pouvons atteindre ces objectifs de manière plus saine pour nous. Ce qui, encore une fois, c'est quelque chose dont nous parlons tout le temps. Dans l'émission, des façons constructives d'intégrer ce matériel dans nos pensées ou dans notre comportement dans le monde. Comme transformer la colère en assertivité saine, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être un sentiment « que nous sommes vraiment égoïstes à l'intérieur. Encore une fois, moi, peut-être, ou une valorisation appropriée de nos réalisations dans la vie. L'une des choses dont tu parles régulièrement dans le podcast est cette impression de pleinement s'engager dans cette vie et dans ce que nous sommes. La prendre au sérieux, comme si on n'avait qu'une seule chance. Y mettre tout notre cœur. Et puis peut-être en parallèle, cette perception des parties naturelles de qui nous sommes, de ce que nous sommes vraiment au fond de nous, qui ont été socialisées hors de nous de différentes manières. N'est-ce pas? Ça va un peu à l'encontre de certains travaux de Jung, mais une des choses que je trouve vraiment intéressante dans les conceptions modernes de l'ombre, c'est que l'ombre est intrinsèquement ce genre de territoire non colonisé à l'intérieur de soi. Beaucoup de ce que nous internalisons comme moral est créé socialement. C'est construit. Tu sais, nous avons décidé que telle chose était ainsi. Certaines de ces décisions sont de bonnes décisions, pour être clair. Je ne suis pas en train de dire que je défends le relativisme culturel à fond. Mais certaines d'entre elles ne sont que des points de vue. Ce sont les opinions des parents, les opinions de la culture dont tu viens, toutes ces différentes choses. Au final, c'est à toi de décider. Tu es la personne qui vit cette vie. Tu es la personne dans ce corps. Alors, quel choix veux-tu faire concernant ce que tu choisis de valoriser et ce que tu choisis de ne pas valoriser? Interagir avec une partie de ce matériel peut nous donner un vrai moyen de récupérer certaines choses que nous avions simplement rejetées de qui nous sommes. Il se trouve, et
Peut-être que je n'avais pas besoin de couper cela pour une raison quelconque. Peut-être que ce n'était pas objectivement vrai. C'était simplement la façon dont les choses étaient à un moment donné. Voilà comment je vois les choses. Jusqu'ici, j'adore ton ton à ce sujet. Forêt, je me demande aussi, papa, juste pour dire une chose de plus, ici que je pourrais peut-être tourner en question pour toi. Comment fait-on pour différencier ce que nous pouvons accepter en nous-mêmes? Cette sorte de vision claire de notre nature, de qui nous sommes, vraiment, et de ce qui nous tient à cœur, de ce sur quoi nous allons réellement agir avec les autres. Parce que je pense que pour certaines personnes, ces deux choses sont un peu confondues, alors qu'en vérité, elles sont complètement différentes. Distinguer ces deux aspects peut en fait offrir aux gens beaucoup plus de liberté pour voir la vérité sur eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, c'est extrêmement important. On peut à la fois inclure et accepter tout en régulant. Pour moi, il y a une grande différence entre l'autocritique et l'autoguide. Il existe un vrai espace pour ça. Ce à quoi je réfléchissais aussi, en lien avec ce que tu dis, c'est une sorte d'attitude, de lâcher prise, d'humilité. C'est un peu comme on ne peut pas fuir notre ombre, autant choisir de l'accueillir. On ne peut pas y échapper, alors autant l'inclure. Je voulais aussi en venir à, et je sais que nous touchons à la fin de la partie sur l'ombre dorée, cette idée que certaines choses qu'on réprime ou étouffe sont en réalité des parts très belles de nous-mêmes. Par exemple, je trouve que ton exemple tout à l'heure est parfaitement pertinent. Quand tu étais enfant, tu as appris à réprimer des sentiments doux, tendres, peut-être parfois un peu pleurnichards. Et pourtant maintenant, à 30 ans passés, vivant dans une culture de sages, tes pères, ces aspects de toi sont très beaux. Ils ont de nombreuses qualités. Et tu sais, je pense que c'est une pièce maîtresse de tout ce puzzle. Parce que oui, ça montre que la façon dont on ressent quelque chose est très différente de ce que c'est vraiment. Moi-même, je me sentais mal par rapport à cette part de moi. Je ne la voyais pas comme quelque chose de positif et utile. Je l'assimilais à une mauvaise chose. C'est vraiment fascinant comment, en nous, cela peut donner cette impression, alors qu'objectivement, tu sais que cela pourrait être une part vraiment belle de ta personnalité. Du coup, c'est intéressant de se demander, quelles pourraient être certaines de ces qualités? Alors, dans l'intérêt de livrer mon corps à la science ici, je vais te confier quelques-unes qui me viennent à l'esprit. L'un d'eux était que quand j'étais jeune, parce que je devais être très gentil et bien élevé, des aspects de moi-même que je qualifierais de féroces et intenses étaient vraiment refoulés. De plus, je ne voulais pas entrer en conflit avec, vous savez, les garçons qui avaient 2 ans de plus que moi dans ma classe. Donc je restais un peu. Je n'étais pas, ouvertement soumise, mais je m'écartais de tout ce qui pourrait être perçu par eux comme un défi. D'accord. Donc j'ai refoulé cela. Eh bien, c'est une ombre dorée, et c'est vraiment merveilleux pour moi de la revendiquer en vieillissant à partir de mes débuts dans la vingtaine. Franchement, avec l'escalade et quelques autres sports compétitifs aussi, où vous ne détestez pas votre adversaire. Vous n'êtes pas violent, mais cette intensité, vous savez, ce serait l'une de mes ombres dorées. Et je pense à cette intensité, féroce, je ne la considère pas comme une qualité fondamentalement problématique. Très bien, vous savez, la méchanceté, la cruauté. Une fois, je marchais dans la rue, alors je révèle. Vous savez, comme vous le savez, j'ai fait le test de Rorschach quand j'étais jeune, et beaucoup d'images sont apparues. J'ai beaucoup d'accès, donc c'est dans ce contexte, les amis, que vous pouvez entendre ce que je vais dire, ne jamais faire ça. Je me souviens d'un jour où je marchais dans la rue et je voyais ce genre de personne classique, comme une grand-mère, poussant une poussette sur le trottoir à San Rafael. Et j'ai eu cette impulsion soudaine et cette image de juste la pousser, elle et l'enfant, dans la poussette, dans le caniveau, et de frapper. Tu es sur le point de nous faire annuler, papa. C'est fini pour le podcast, mon ami. Désolé, on doit couper le micro. Non, vas-y, je rigole. D'accord, cela est apparu, et mon point est que des choses remontent à la surface. C'est une jungle là-dedans, et c'est bien de l'inclure. C'est une jungle là-dedans. Vous savez, je pense qu'on peut aller trop loin en ne l'incluant pas, et en ne laissant pas de place à tout cela, tout en sachant exactement la distinction que vous avez faite plus tôt. Il y a une énorme différence entre voir cela, l'accepter, et même le normaliser. C'est très différent de la nécessité de continuer à réguler cette partie. Oui, et c'est le jeu d'équilibre ici, n'est-ce pas?
Parce que le but ultime de ce que nous essayons de faire est d'atteindre un équilibre entre ces aspects conscients et acceptables et ces aspects plus inconscients, soi-disant inacceptables du soi, n'est-ce pas? Cela améliore notre conscience de soi et notre authenticité, de grandes répercussions, beaucoup de conséquences positives pour nous. La réalité, c'est que je pense que la plupart des gens se divisent un peu en deux catégories. D'un côté, il y a ceux qui ne sont pas du tout dans l'ombre, et de l'autre, ceux qui sont plongés bien trop dans l'ombre que l'on trouve dans le monde. Il n'y a pas une intégration très saine de ces deux aspects. Même Carl Jung en a un peu parlé. Il a évoqué des situations où tous les aspects positifs sont réprimés dans l'ombre, tandis que seuls les aspects de l'ego sont liés à ce qu'on pourrait appeler le matériel négatif chez un nombre restreint de personnes. Je trouve intéressant que la fusion des opposés soit le véritable défi. Être tout l'un ou tout l'autre est relativement simple, mais vivre dans cette zone grise est là où les gens rencontrent des difficultés. Je pense qu'il y a quelque chose de révélateur là-dedans. Oui, donc pour revenir à cette grand-mère poussant le bébé dans la poussette, je n'ai rien fait, j'étais un peu horrifié. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est « Fais attention mon pote, je ne l'ai pas exprimé ». L'idée, c'est que certains sentiments qui peuvent émerger nous poussent immédiatement à penser « Wow, il faut faire attention à ça ». Je ne crois pas que la peur ait cette qualité de manière innée, mais je vais vous donner un autre exemple de ce qui pourrait être une ombre dorée. J'ai également réprimé ma nature douce, chaleureuse et tendre en étant une personne vraiment aimante, pleine de chaleur et de bienveillance, un puits de bons sentiments, qui est restée complètement inconsciente pour la plupart des gens, jusqu'à ce que vous savez, je m'aventure un peu plus loin, dans ma vingtaine. Je l'avais vraiment mise à distance parce que ce n'était tout simplement pas sûr. Cela me semblait trop vulnérable, trop tendre. Les gens auraient pu se moquer de moi. Vous savez, j'ai délibérément retenu une partie de cela dans ma colère envers mes parents. Cela aussi serait une matière d'ombre dorée. J'encourage vraiment les gens à, vous savez, simplement regarder autour de la table toutes les parties de vous-même, toute l'énergie, toutes les forces. Le travail en profondeur, Taking Care of the Soul, est un livre phénoménal pour moi. C'est peut-être il figurerait dans mon top 10 des livres de psychologie. Thomas Moore, un grand merci à lui, pour vraiment prendre soin de toutes ces parties, certaines d'entre elles étant des personnages assez désagréables, d'autres vraiment douces, et méritant réellement d'être mises davantage en avant, au centre de la table, et de s'assurer qu'elles aient un peu de temps avec le micro également. C'est vraiment génial, papa, et j'adore en parler avec toi aujourd'hui. Je pense que c'était fantastique. J'ai vraiment apprécié cet épisode. Il y a beaucoup à dire ici, car c'est un processus tellement individuel qu'il est un peu difficile d'en parler en détail de façon concrète. Mais j'aime vraiment ce que nous avons découvert, et j'espère qu'il y aura quelque chose dans tout cela, même si c'est juste apprendre un peu plus sur ce sujet, que les auditeurs pourront retenir et vraiment appliquer dans leur propre vie. Je suis sûr que nous en reparlerons dans les prochains épisodes du podcast. Oui, si je peux juste ajouter ceci comme un post-scriptum à la fin. Ce à quoi je pensais pour nous, toi et moi en parlerons davantage hors micro. Une des meilleures choses concernant le domaine de l'ombre, c'est qu'il crée un vocabulaire qui permet aux gens de réellement parler de ces choses entre eux. Oui, tout à fait. Et de s'explorer mutuellement, de poser des questions. Et aussi, je peux vraiment dire, s'il vous plaît, ne dites pas aux autres ce qu'est leur ombre. Oh mon Dieu, oui. On vient juste de faire tout un épisode sur le travail avec les défenses des autres. Si le fait de confronter les autres sur leurs défenses est déjà délicat, c'est 1000 fois pire de le faire avec leur ombre. Oui, complètement. Oh oui. Eh bien, c'est ton ombre qui parle. Mon Dieu, oh non, ou alors ça, c'est probablement la pire forme de charlatanisme New Age. Oui, oh mon Dieu, c'est vrai, c'est tout à fait ça. J'ai vraiment apprécié la conversation d'aujourd'hui avec Rick. Nous avons parlé de l'ombre, du concept jungien de l'ombre, et de ce que nous pouvions faire pour amener ce matériau plus en conscience, le travailler, l'accepter et l'intégrer à qui nous sommes. Alors, pour revenir au tout début, qu'est-ce que l'ombre? L'ombre est, pour reprendre les mots de Jung, la partie inférieure de la personnalité. C'est la partie de nous que nous tenons à l'écart de la lumière et que personne ne souhaite être. Cela inclut toutes les parties de nous que nous ne voulons pas regarder. Ce sont nos failles et contenus plus amoraux. Les aspects du ça, pour utiliser le vocabulaire de Freud. Des vérités sur qui nous sommes que nous préférerions fuir.
La plupart des gens gardent ce matériel bien éloigné de leur conscience, et cela reste là pendant presque toute leur vie. Il peut y avoir de petites façons d'intégrer ce matériau, mais dans l'ensemble, c'est juste enfoui profondément. Parce qu'ils ne font jamais face à ce matériau, ils ne peuvent pas devenir pleinement entiers et authentiques. L'ombre est par nature intrinsèquement inconsciente. Nous ne sommes pas conscients des choses que nous réprimons. Jung a vraiment mis en avant la découverte de l'ombre et son intégration ultérieure dans notre personnalité comme un effort moral, dont je vais parler un peu plus dans un instant, est essentiel au processus global de ce qu'il appelait l'individuation. Rick a brièvement évoqué ce qu'est l'individuation. On pourrait aussi utiliser un mot comme intégration. C'est ce qui se produit lorsque nous parvenons à amener notre matériel inconscient dans la conscience et à devenir plus complet. En tant que personne, c'est presque par définition un processus à la fois de prise de conscience de soi et d'acceptation de soi. Il ne s'agit pas seulement de voir ces éléments, mais d'être capable de les accepter comme une part véritable et entière de ce que vous êtes. Cela signifie que l'ego, que nous percevons comme le « je », doit être suffisamment fort pour supporter cette intégration et, selon les termes de Jung, l'assaut de ce matériel inconscient. Maintenant, je voudrais revenir un peu plus sur un point à la fin ici, un aspect que j'aurais aimé inclure dans l'épisode. Le matériel de l'ombre est qualifié d'ombre précisément parce que nous le percevons comme problématique, mauvais, maléfique ou moralement répréhensible, quelque chose dont nous devons nous éloigner pour demeurer appréciés des autres, acceptés par la société, peu importe ce à quoi nous aspirons ici. Cette vision du matériel de l'ombre comme mauvais, moralement répréhensible, problématique ou autre est très figée. Une grande partie de ce processus consiste à assouplir cette rigidité, à commencer à percevoir certaines facettes de ce matériel d'ombre qui pourraient être précieuses pour une personne. Prendre un peu de recul sur cela et parvenir à adoucir notre perception de ce matériel est une étape qui nous permet de le rendre plus conscient et de récupérer l'ensemble de notre terre intérieure. Au final, notre objectif ici est de devenir plus libre dans notre être et dans notre manière d'agir dans le monde. Dans la conception initiale de Jung, le travail sur l'ombre portait surtout sur la reconnaissance et l'acceptation des aspects plus amoureux ou problématiques de notre nature. Bien qu'il ait évoqué l'ombre comme contenant certaines qualités utiles ou positives, ce travail visait surtout à être honnête vis-à-vis de ce que nous sommes, contraste avec les approches plus modernes qui se sont centrées davantage sur la perception du bon dans l'ombre, sur ce que nous pouvons en tirer et sur les bénéfices que le processus peut offrir, en nous permettant de reconnaître et de récupérer les aspects de nous-mêmes que nous avons laissés de côté au fil du temps. Et personnellement, je pense que c'est un mouvement vraiment sain. Au fil du temps, le domaine en général est devenu bien plus nuancé. Il s'est éloigné des oppositions tranchées, lumière contre obscurité, bien contre mal, pour se concentrer davantage sur la complexité des individus. Nous avons tous ces différents aspects, et il est difficile de les réconcilier. Nous valorisons certains d'entre eux plus que d'autres. Une grande partie du chemin vers l'acceptation de soi consiste à pouvoir distinguer ce qui est vrai à votre sujet de ce que vous allez réellement mettre en pratique dans le monde. Il peut exister toutes ces choses vraies de vous que vous savez pourtant ne pas accomplir. Et c'est cette prise de conscience qui permet de les accepter comme faisant partie de ce que vous êtes. Au cours de l'épisode, nous avons donné quelques exemples concrets. J'ai cité l'exemple de quelqu'un qui ressent une colère intense en lui, comme s'il était une personne violente au fond de lui, alors il réprime cette colère. Il a beaucoup de mal à s'affirmer car il craint qu'une petite part ne ressurgisse et qu'il ne puisse plus la contrôler. Si un peu de cette colère s'échappe, c'est toute sa colère qui déborde. Puis, il rencontre peut-être quelqu'un qui est très à l'aise pour exprimer ses besoins. Une personne qui sait poser ses limites comme elle l'entend, demander ce qui répond à ses besoins et accepter que ses demandes soient refusées. Cette personne est simplement libre dans cet aspect de sa nature, ce qui pourrait réellement activer chez l'autre la part assertive réprimée qu'il n'a jamais pu exprimer. Encore une fois, il redoute ce côté lié à la colère. Nous avons aussi partagé quelques exemples personnels. Pour ma part, l'un d'eux était de rejeter certains aspects de ma nature, des traits de ma personnalité plus traditionnellement féminins selon la socialisation, les parties émotionnelles plus douces, des facettes plus vulnérables de qui j'étais, parce que j'avais eu très tôt des expériences où je les avais dévoilées avec d'autres enfants
et où j'en avais reçu des retours négatifs. Mais il est important de souligner ici que même si cela aurait pu correspondre à ce que Rick appelait le matériel de l'ombre dorée, des aspects positifs enfouis dans l'ombre, je ne les percevais pas de cette façon. Je voyais ces facettes de ma personnalité comme fondamentalement mauvaises et problématiques, parce que les autres m'avaient dit qu'elles l'étaient. C'était le retour que j'ai reçu des autres enfants. Cela met en lumière la nature relative de tout ce processus et la manière dont il s'inscrit socialement dans votre contexte personnel. Il peut y avoir toutes ces choses que lorsque vous les partagez avec quelqu'un d'autre, y compris un thérapeute, ce dernier dit « Oh, cela semble être un aspect vraiment beau de ce que vous êtes. » Il peut être bénéfique d'obtenir ce reflet, mais votre réponse peut être « Vous plaisantez, ce n'est absolument pas un aspect beau. » C'est profondément problématique par rapport à ce que je suis. Cela renvoie directement à la façon dont nous pouvons réellement commencer à travailler avec cette facette de notre personnalité. Nous pouvons cesser de la cacher au sous-sol, d'essayer de l'enterrer, de la contrôler. Nous pouvons adopter une posture de curiosité, d'ouverture, d'acceptation et un état d'esprit de « je sais pas ». Toutes ces choses dont nous parlons tout le temps dans ce podcast. Mais elles sont vraiment essentielles pour ce genre de travail. Par ailleurs, il faut reconnaître que ces qualités ne sont pas toujours valorisées socialement aujourd'hui, ce qui peut rendre difficile pour beaucoup de personnes de se connecter à ces aspects de leur nature, surtout quand on leur a maintes fois appris, de façon plus ou moins explicite, que ce ne sont pas des traits souhaitables. Ensuite, vers la fin de la conversation, j'ai passé en revue une série d'étapes par lesquelles quelqu'un pourrait passer s'il souhaitait entreprendre ce genre de processus intérieur. Tout d'abord, une condition préalable essentielle. Acceptez que vous ayez une ombre. Nous avons tous ces parts, c'est normal. Elles font partie de notre nature. C'est simplement ce que nous sommes. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que ces éléments existent, compris? Ensuite, deuxièmement, nous pouvons développer une conscience des différentes parts qui coexistent en nous sans les réprimer, les repousser ou les ignorer. Ou, sans non plus agir impulsivement en fonction d'elles. Nous remarquons, quand cet aspect sombre refait surface dans notre conscience, nous le voyons agir en arrière-plan tout en continuant ce que nous avions prévu de faire. Cela aide à distinguer entre agir selon quelque chose qui fait partie de notre nature et se laisser dominer par cela. Puis, troisièmement, nous pouvons devenir particulièrement attentifs aux façons dont nous projetons ce matériel sur les autres. Cela concerne les manières dont nous déplaçons ce contenu ombragé en nous, que nous craignons, vers l'extérieur. Quatrième point, nous entrons dans un processus de dialogue et de négociation avec l'ombre, ce qui renvoie aux citations que j'ai proposées provenant de la langue de la négociation et de l'art de gouverner de Sharp et von Franz, ainsi qu'à l'idée de parvenir à un accord. Il y a presque une personnification de l'ombre dans une approche de travail par partie, et de nombreuses techniques peuvent être utilisées ici. Rick en a mentionné quelques-unes, comme le journal intime. Vous pouvez suivre un processus thérapeutique appelé imagination active. C'est une technique où vous engagez un dialogue conscient avec différents types de figures intérieures ou d'images. Rick a également évoqué l'idée d'incarner cet aspect de l'ombre si c'est quelque chose auquel vous avez accès et que vous pouvez faire sans déclencher trop d'émotions complexes. Le ton du travail que nous faisons ici est très important. Encore une fois, il ne s'agit pas de contrôle ou de domination. Il s'agit de comprendre ce que l'ombre veut, de la voir clairement, puis de se demander s'il existe quelque chose que nous pouvons faire pour atteindre ces objectifs de façon plus saine. Ensuite, nous entrons dans le monde de l'intégration. Comment pouvons-nous identifier des moyens constructifs d'incorporer ce matériel de l'ombre dans nos pensées et dans nos actions? Comment transformer ces sentiments de colère en manifestations plus saines d'assertivité? Comment transformer l'égoïsme en formes appropriées de soins personnels ou en définition de limites avec les autres? Quels sont les aspects naturels de qui nous sommes qui ont été socialisés hors de nous au fil du temps? Cela va un peu à l'encontre de certains des premiers travaux de Jung, qui disaient « Eh, sois raisonnable ». Cela fait 100 ans, et nous avons appris beaucoup de choses sur la psychologie depuis. Jung se concentrait principalement sur ce contrôle moral descendante de ce contenu d'ombre. Mais l'ombre est le territoire désocialisé. C'est la partie de vous qui était vraie avant que le monde ne commence à vous affecter.
Si vous êtes vraiment intéressé par l'apprentissage sur vous-même, par découvrir ce qu'il y a vraiment en vous, et par explorer qui vous êtes en tant que personne complète, ce type de travail est une étape presque indispensable du processus. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours à ce sujet. Qu'en avez-vous pensé? Si vous regardez sur YouTube, vous pouvez nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à contact@bilingualpodcast.com ou laisser une note et, nous l'espérons, un avis positif sur iTunes ou Spotify. Cela nous aide beaucoup. Si vous souhaitez soutenir le podcast d'autres façons, vous pouvez nous trouver sur Patreon. C'est Patreon, comme celle Bilingual Podcast. Pour seulement quelques euros par mois, vous pouvez soutenir l'émission et recevoir plein de bonus en retour. Les gens apprécient particulièrement les transcriptions des épisodes que nous y publions. Jusqu'à la prochaine fois, merci d'avoir écouté et je vous parlerai bientôt